Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission, une émission riche en invités aujourd'hui puisque vous aurez le plaisir de partager avec moi 5 entretiens. On parlera d'abord de sport avec des grandes échéances qui arrivent, comme vous le savez, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on peut agréger les bénévoles, aller les chercher pour faire vivre ces événements? Eh bien, il y a une start-up qui s'est penchée sur le sujet, on la découvrira ensemble si vous voulez bien. On sera plongez dans notre enfance, si vous vous souvenez de la marque Merveille du Monde, la marque de chocolat avec le gros lion, eh bien elle renaît de ses cendres et on racontera cette histoire dans quelques instants. On parlera également de toute l'économie du vin. Il y a eu des derniers chiffres récemment alors qu'on rentre dans cette période de foire au vin. Comment se porte le marché aujourd'hui? Évidemment, tout cela est à consommer avec modération, bien sûr. On fera le point sur les nouvelles marques discount, comment elles ont changé leur image. Il y a une étude qui est parue sur ce sujet. Elle est signée de l'agence Becoming. On décryptera les enseignements de cette étude dans quelques instants. Et puis on terminera cette émission en parlant de design, mais le design appliqué aux marques agroalimentaires et notamment à Tic Tac qui vient d'être refondu. Comment est-ce qu'on travaille le design de l'agroalimentaire? Je poserai la question au patron de Team Creative Group qui sera avec nous en fin d'émission. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Pour commencer cette émission, on va parler de sport. Vous le savez, on a des grandes échéances qui approchent, la Coupe du Monde de rugby en fin d'année, les JO 2024 à Paris. Et c'est donc l'occasion pour moi de recevoir Marjorie Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport. Alors l'objectif de cette start-up justement, c'est de booster le bénévolat dans le sport. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette idée ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'ai créé la start-up il y a 4 ans bientôt avec mon associé Thibaut Gauthier. Ouais. En fait, on est amis de longue date et on s'est retrouvés à un moment de notre carrière où on avait vraiment envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'idée est venue du parcours de Thibaut qui s'est reconverti dans le milieu du sport. D'accord. Et qui, pour se faire un réseau et s'intégrer dans ce monde-là, a commencé à faire du bénévolat sportif. Et le constat, c'est qu'il voulait s'intégrer sur des événements, qu'il avait du temps, mais en fait, il n'arrivait pas à trouver les missions. D'accord. Donc sur Internet, surtout, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise le plus pour les recherches, à l'époque, il n'y avait pas de solutions existantes pour mettre en avant ces missions de bénévolat dans le sport. Donc ça a fait tilt. On s'est dit un projet digital qui est moi ma passion et dans le sport pour lui. Et donc en fait on s'est lancé sur la création de la start-up. Alors c'est vrai que la plupart des grandes compétitions fonctionnent avec du bénévolat, y compris d'ailleurs celle dont je viens de parler. Donc avant Volunteers for Sport, comment ils recrutaient leurs bénévoles, organisateurs de ces compétitions-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas que les gros événements qui font appel à des bénévoles. En fait, c'est tout le monde du sport qui ne fonctionne que sur le bénévolat. Tout l'associatif sportif est géré par des gens qui ne sont pas rémunérés, les fédérations également. Donc il y a vraiment, en fait, c'est une base, c'est un socle de l'économie du sport, le bénévolat. Et donc auparavant, ça fonctionnait beaucoup par le bouche à oreille. Donc dans le réseau associatif, c'est souvent du local. Les parents d'enfants, etc., qui s'engagent. Sur les gros événements, il y a souvent un appel à bénévoles qui est organisé, mais pour un événement. D'accord. Et l'idée de notre outil, donc on commercialise un outil sous licence, qui est un outil de gestion de bénévoles, c'est de pouvoir en fait avoir une structure à l'année où, par exemple, une fédération va pouvoir créer sa communauté de bénévoles et leur pousser les différentes possibilités d'engagement tout au cours de l'année, tout au long de l'année. D'accord. Donc c'est un peu sectorisé par sport, ou est-ce que si j'ai envie de faire à un moment du rugby et à un moment, je sais pas, d'aller dans un événement sur de l'athlétisme par exemple, moi en tant que bénévole, c'est possible, j'aurai tout au même endroit ou pas? Oui, alors en fait là c'est l'autre outil. Et c'est ça, il y en a deux en fait. Voilà, c'est ça. C'est une application mobile qui s'appelle Bénévole Connect. D'accord. Et donc là, c'est une solution gratuite qui est un peu un système de recherche d'emploi. En fait, vous créez un peu comme un dashboard profil. Ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, un peu comme... nous, on fait souvent le rapprochement avec un site de recherche d'emploi, c'est-à-dire que vous créez votre profil. De l'autre côté, l'organisateur, il crée un profil où il peut publier ses recherches. Et en fait, vous candidatez en ligne sur l'application, et il y a un retour, un échange qui se fait de cette manière-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple.
dans le fonctionnement. Mais l'avantage pour le bénévole, c'est justement ce que vous venez de dire, c'est qu'il a en un seul endroit différentes possibilités sur différents sports. Il y a une géolocalisation aussi qui se fait, donc il peut trouver les événements autour de chez lui. Et également, du côté de l'organisateur, ça simplifie le process, ça donne accès à une communauté nouvelle, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas forcément que locaux qui peuvent participer. Et donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Et sur l'autre outil, celui que vous commercialisez donc plutôt auprès des fédérations, comment ça fonctionne? Quel est leur intérêt à elles? C'est de pouvoir animer la communauté, mais c'est elles qui créent la communauté. Il y a un lien ou pas avec le deuxième outil? Il y a beaucoup de questions. C'est ça. Effectivement. Alors, donc, c'est un outil, nous, qu'on pousse auprès des fédérations, mais qui est aussi utilisable par les gros événements. Donc, aujourd'hui, les discussions qu'on a, c'est plutôt avec les gros événements, par exemple ceux que vous avez cités. D'accord. Et donc, pour une fédération, l'avantage, c'est que c'est donc une plateforme qui est multi-événements et qui va permettre, comme je vous le disais, de fidéliser une communauté. Aujourd'hui, ce qui se passe, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des appels à bénévoles ponctuels et suite à ça, il n'y a pas de maintien du lien. Voilà. Donc, à chaque fois, on repart de zéro. Et c'est quand même dommage parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, comme vous le disiez, d'un sport et qui sont prêts à lever des montagnes pour aller s'engager, à aider à organiser les événements. Donc, la fédération, elle peut gérer sa communauté par de la communication, mais aussi, il y a une option de gestion sur événement dans l'outil. Et là, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment gérer les plannings, construire des plannings avec vos bénévoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que gérer des bénévoles, c'est pas comme gérer des prestataires, puisque forcément, vous devez vous adapter à leur disponibilité. Et pas l'inverse. Voilà, en général, on n'impose pas de planning aux bénévoles. On lui demande quand est-ce qu'il est disponible pour venir aider. Et le planning, il se crée de cette façon-là. Et du coup, ça ajoute une complexité de gestion qui est pas facile, puisque justement, il faut faire ce rapprochement disponibilité et besoin en fait de l'organisation. Donc, si je comprends bien, vous vous définissez vraiment comme une start-up tech aujourd'hui. C'est vraiment l'outil logiciel et l'application. Alors, oui et non. Effectivement, on a ces deux outils-là. Mais ce qu'on met en avant aussi, c'est notre expertise sur le sujet. Donc, on a toute une activité de conseil auprès des organisateurs. Donc, justement, sur la définition du besoin, les cadrages de toutes les missions, par exemple, qui sont nécessaires sur un événement. On fait aussi de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on peut aller encadrer des bénévoles sur un événement. D'accord. Sachant que notre mission dans tout ça, en fait, c'est le contact avec le bénévole et surtout l'expérience du bénévole. Nous, aujourd'hui, on considère que notre société, elle manque d'engagement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, mes parents, par exemple, ils étaient très engagés. Moi, je suis déjà beaucoup moins. Donc, c'est quelque chose qui se perd un petit peu, malheureusement. Et pourtant, c'est une des bases de notre société, le vivre ensemble. Et cet engagement bénévole, il nous tient vraiment à cœur. Et pour nous, il faut que ça se passe bien sur l'événement pour que les gens reviennent. Donc, c'est aussi notre leitmotiv, l'expérience bénévole. Et on est très justement à l'écoute des gens qui s'engagent. Et on essaye de plus en plus d'aller chercher des nouveaux profils. Notamment les étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des projets dans le sport, donc pour qui c'est naturel d'aller vers le bénévolat. Mais il y a d'autres populations qui ne connaissent pas du tout ce que c'est l'engagement bénévole. Et pourtant, quand on est en début de parcours, c'est hyper riche le bénévolat parce que vous allez pouvoir vous créer un réseau. Vous allez pouvoir développer des nouvelles compétences. Et ça, on peut le mettre sur un CV derrière. Et effectivement, le but ultime, c'est de pouvoir le valoriser sur le CV et faire la différence auprès d'un recruteur prochain. Votre business model aujourd'hui, il repose sur quoi? C'est-à-dire sur la vente, la commercialisation du logiciel licence, voilà, ou sur ça. Le conseil? Qu'est-ce qui est majoritaire? Il y a les deux aujourd'hui, vraiment. La commercialisation du logiciel, c'est de la licence, donc avec un engagement en fonction des besoins de l'événement. On arrive à engager aussi des clients sur plusieurs années, dans l'idée vraiment de construire quelque chose de durable. Donc, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Merci beaucoup, Marjorie Daniel. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport.
Et je vous propose tout de suite de retomber en enfance. En tout cas, moi, je retombe en enfance en compagnie d'Alexandre Canard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé directeur général de Crocola et avec vous, on va parler d'un sujet que j'adore, qui est la relance, la renaissance d'une marque, puisque vous avez décidé de relancer Merveille du Monde, une marque emblématique de tablettes de chocolat des années 80-90. Mais d'abord, on va quand même revenir un peu à la base. Crocola, c'est votre entreprise. Elle a à peu près, je crois, 2 ans, spécialisée dans les tablettes de chocolat. Quelle est l'histoire de votre marque? Parce que des offres de tablettes de chocolat, il y en a quand même pléthore et il y a des gros industriels. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer sur ce marché il y a 2 ans? En fait, c'est vrai, c'est un petit peu tout ça. C'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, les tablettes de chocolat. Et pourtant, avec mon associé Amélie, on a réalisé il y a plus de 2 ans, en discutant avec beaucoup de parents, qu'il y avait aujourd'hui 80% d'entre eux qui n'avaient plus confiance dans la qualité des produits proposés pour leurs enfants. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'en achètent plus, qu'ils n'achètent plus des tablettes. On a tous des tablettes dans le tiroir Exactement. de la cuisine. Sauf que les parents se retrouvaient un peu tiraillés entre la volonté de faire plaisir à leurs enfants avec des produits gourmands et la culpabilité d'acheter des produits qu'ils savaient ultra transformés. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé Crocola, en se disant qu'on voulait proposer une alternative qui soit à la fois gourmande mais aussi beaucoup plus naturelle, beaucoup plus saine. Donc les tablettes Crocola, c'est des ingrédients 100% bio, 100% issus du commerce équitable, 100% naturel, donc aucun additif, aucun arôme artificiel, et un contenu ludo-éducatif à l'intérieur des tablettes pour aussi aller sensibiliser les enfants à tout l'environnement autour du cacao. Et donc voilà, et donc c'est là où facilement, moi qui connais la marque Merveille du Monde parce que j'ai grandi avec, je vois très bien le rapport avec Merveille du Monde parce qu'effectivement il y a ce côté ludo-éducatif, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a aussi votre packaging qui est déjà avec des animaux de la jungle, notamment des singes, des paresseux, perroquets. Et il y a tout de suite, quand on pense à Merveille du Monde, quand on connaît la marque, on pense au lion. Donc il y avait c'est ça que vous vous êtes dit. En fait, il y avait un lien que quelques personnes nous ont fait aussi remarquer. D'accord. Alors nous, on l'avait bien évidemment en tête, mais il y avait ce lien qui existait. Et il y a quelques années, on a eu l'opportunité de rentrer dans un appel d'offres en fait pour racheter les droits de la marque Merveille du Monde, qui à l'époque appartenait à Nestlé. Et donc on est rentré dans cet appel d'offres qu'on a remporté il y a à peu près un an et demi. D'accord. Et depuis 1 an et demi, on travaille sur la relance de la marque avec les fans en fait de la marque, parce qu'il y a beaucoup de fans de cette marque Merveille du Monde en fait, qui militent depuis des années via des pétitions en ligne sur Change.org. Il y a des milliers de signataires en fait sur cette pétition depuis des dizaines d'années pour relancer la marque Merveille du Monde. Donc on les a contactés, un grand nombre d'entre eux. On a créé des groupes de travail pour comprendre en fait quelles étaient leurs attentes et qu'est-ce qui avait fait de cette marque une marque iconique de leur enfance en fait. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu alors? Alors il y a 3 gros piliers. Il y a la première chose, c'est la recette. D'accord. C'est vraiment une recette particulière. Merveille du Monde, c'était un chocolat au lait crémeux avec une texture aussi de vanille et des noisettes et amandes pilées, donc les deux, des morceaux d'une taille spécifique. Enfin, les gens s'en rappellent vraiment comme si c'était hier. C'est dingue. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était la forme des tablettes. Donc c'était des tablettes avec des gros carreaux. Des gros carreaux. Avec un relief qui permettait aussi d'avoir un creux, puis les animaux un petit peu en relief qu'on pouvait manger tout autour, puis finir par l'animal. Ouais. Et le dernier point, c'était les cartes à collectionner. Qui étaient, donc à l'époque, il y avait une carte en fait, glissée en fait, dans chacune des tablettes. Qui permettait en fait aussi d'avoir une sensibilisation sur l'environnement en fait, et plein d'animaux de la forêt tropicale, de tous les animaux sauvages en fait, qui nous entourent. Et donc on a retravaillé nous avec eux sur ces 3 piliers. C'est ça parce que vous rachetez quand même une marque qui a disparu, je pense depuis à peu près 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc, et vous rachetez, on est d'accord, quand on rachète une marque, on rachète le nom. Donc il n'y a pas ni la recette, ni les moules, ni des indications sur le packaging. Exactement, en fait c'était un gros travail. C'est pour ça que entre le moment du rachat et la relance qui se fait en ce moment même en grande distribution, il a fallu plus d'1 an et demi en fait, parce que on est reparti d'une page blanche. En fait, on a racheté une sorte de coquille vide, Merveille du Monde, et à l'intérieur il fallait remettre les bons éléments au bon endroit. Donc de grosses heures et semaines et mois de développement de produits pour retrouver la recette originale et la faire tester aux fans. On a travaillé avec des anciennes personnes qui travaillaient à l'époque aussi. C'est vrai. Donc sur Merveille du Monde. Donc ça nous a permis aussi de bien orienter notre travail. Les moules, c'est des moules qui sont vachement complexes à développer. C'est pas des moules simples. J'imagine, oui. Donc il faut un gros travail
de précision, donc c'était vraiment aussi trouver le bon partenaire pour faire ça. Et les cartes à collectionner aussi, donc comment on voulait aussi intégrer les cartes à collectionner aujourd'hui dans nos paquets, sachant que on voulait une marque Merveille du Monde beaucoup plus engagée d'un point de vue environnemental, avec un cacao responsable, un engagement 1% pour la planète et éviter le suremballage. Donc voilà, on a opté en fait pour à l'intérieur de nos packaging en fait imprimer directement la carte à l'intérieur à découper, ce qui permet d'avoir une carte au même format qu'avant, mais du coup voilà, en évitant le suremballage. Et vous avez travaillé avec Définature, c'est ça? Exactement, ouais. On a travaillé avec Définature qui a vraiment une légitimité. Oui, alors on va peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui ont des enfants connaissent. Ils sont spécialisés sur ces thématiques-là. Hein. C'est ça, c'est une marque de jeux de société qui est basée aussi dans le sud de la France. Pardon, et qui développe des jeux autour des animaux sauvages. Donc ça peut être par des thèmes, les animaux marins, les animaux polaires, les animaux de la savane. Enfin, il y a plein de thèmes. Et ils ont une vraie connaissance des animaux, de leur environnement. Et donc du coup, nous, ils ont pu nous apporter toutes les informations qu'on voulait, les photos, les informations marrantes. Et en même temps, ça reste un jeu de société. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec ces cartes sous forme un peu d'un principe de bataille, avec le poids, la longueur et la longévité des animaux. Entre enfants. Vous aviez mesuré, avant de vous lancer, j'imagine, le taux de notoriété qui subsistait, parce que j'ai du mal à mesurer, moi, quand une marque disparaît du paysage comme ça pendant 15 ans, qu'est-ce qui reste? Vous me dites qu'il y avait une communauté très engagée, mais vous l'avez mesuré? Oui, on a fait une étude indépendante en fait, de notoriété, et c'était assez bluffant. 15 ans après, il y a toujours plus de 30% de notoriété sur cette marque. Donc voilà, c'est vraiment une marque qui a marqué une génération. Aujourd'hui, quand on parle de Merveille du Monde à des gens qui ont grandi dans les années 80-90, ils s'en rappellent. Et que ce soit via le nom, que ce soit via la forme de la tablette, via les cartes, il y a toujours quelque chose qui va vraiment leur rappeler. Donc 30% de notoriété, c'est énorme. C'est la génération qui est parent actuellement, quoi. Exactement. En gros. Exactement. Et en fait, c'est plutôt malin. Exactement. La cible aujourd'hui, c'est vraiment ces adultes nostalgiques qui ont envie de retrouver le goût de leur enfance et en même temps qui vont avoir envie de partager cette expérience qu'ils ont eue quand ils étaient plus jeunes avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants pour que voilà, on déguste des bons carreaux de chocolat et en même temps, on s'amuse avec les cartes à collectionner. Vous avez lancé la commercialisation là, ça fait quelques semaines. Comment c'est accueilli? Est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres à partager ou des tendances? Oui, alors déjà par rapport à avant, on a changé un petit peu aussi quelque chose, c'est qu'on a repris la recette originale de chocolat au lait et on a lancé une deuxième variété au chocolat noir. D'accord. Voilà, parce qu'on s'est dit que c'était aussi aujourd'hui, plus dans la 20 ans plus tard, une vraie occasion de consommation de consommer du chocolat noir. Et donc, c'était bien de proposer sur la même base de recettes, amandes et noisettes pilées, un chocolat noir. Donc, les deux tablettes sont référencées aujourd'hui dans toutes les enseignes. Donc, ça arrive là en ce moment dans tous les magasins. Et on a des premiers retours qui sont incroyables. On a fait une avant-première à la Grande Épicerie de Paris où on a vendu plus de 5000 tablettes en 2 semaines. Donc c'était assez incroyable. On voyait des gens qui étaient émus aux larmes de retrouver leurs souvenirs d'enfance en fait avec cette tablette et qui achetaient 15, 20, 30 tablettes. Non, je ne peux pas croire ça. Donc c'est vraiment, on est sur une marque qui est très émotionnelle, qui génère quelque chose et on le voit en fait au moment où on en parle. Par exemple, on parlait de la notoriété de 30%. Les gens ne nous disent pas oui, je connais Merveille du Monde. Ils nous disent c'était la marque de mon enfance, mon Dieu, je me rappelle quand mamie me coupait un carreau. Voilà, donc c'est très émotionnel et donc aujourd'hui les premières tendances en magasin sont extrêmement positives et donc on a hâte de pouvoir être présent un peu dans tous les magasins pour que le maximum de personnes puissent retrouver la marque. C'est quoi vos ambitions là, à la fois pour Merveille du Monde, mais aussi plus globalement pour Crocola? Alors pour Crocola, c'est vraiment de continuer de recruter sur le bon chocolat, sur l'initiation au bon chocolat, et la mission de la marque, c'est vraiment l'éducation au goût. Donc il y a vraiment cette volonté de continuer le développement. Et sur Merveille du Monde, l'objectif, ça va être de redonner accès à cette Madeleine de Proust au plus grand nombre, le plus vite possible. Voilà, et d'un point de vue global, nous, on reste une petite société et notre objectif, ça va être de continuer notre développement commercial. On a des accords avec toutes les enseignes. L'objectif, ça va être de développer encore plus notre présence sur le terrain, de développer notre chiffre d'affaires au sein de chaque magasin et puis de pouvoir continuer de remplir les papilles des gens. Voilà. Vous aviez anticipé une telle demande, là, vous me dites 5000 tablettes vendues en 2 semaines, il faut avoir le stock pour fournir? C'est impossible d'imaginer qu'on va vendre autant, honnêtement. Donc c'est un challenge. On avait anticipé une forte demande. On a anticipé une forte demande, donc on a du stock. Après,
on ne pourra pas couvrir 5000 tablettes si chaque magasin vend 5000 tablettes, mais on réajustera. On a aussi la flexibilité d'être une petite boîte, de pouvoir réajuster rapidement nos besoins. Vous produisez où ? Alors, on produit Crocola en Provence et Merveille du Monde dans la Loire. Donc, les deux marques sont fabriquées en France. D'accord. Et pourquoi 2 sites de production différents ? Parce que c'était un choix un petit peu stratégique, nous, de choisir le bon partenaire, le plus adapté à la marque. Sur Crocola, on avait besoin d'un partenaire qui ait beaucoup de flexibilité, qui veuille travailler avec nous sur le développement de nouvelles recettes, sur plein de choses un petit peu plus innovantes, sur le chocolat pour enfants. Et sur Merveille du Monde, on avait besoin d'un partenaire qui puisse être capable de très très vite, sur une courte période, faire des volumes beaucoup plus massifs. Et avec aussi cette flexibilité de pouvoir rapidement avoir du stock de produits, de matières premières, etc. On l'a évoqué rapidement, et vous êtes sur un marché quand même qui est ultra concurrentiel et qui effectivement, il y a des gros industriels qu'on peut citer, que ce soit Lindt, Milka, Poulain ou autres. Comment on fait la différence aujourd'hui ? C'est ce côté très engagé de la marque qui va faire qu'à un moment, même si vous êtes plus petit, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu ? Alors, du coup, si on parle un petit peu des deux marques, Crocola, pour le coup, on est sur un environnement où nous, on considère qu'on n'a pas vraiment de concurrents, parce qu'on est sur un chocolat de dégustation pour enfants. Aujourd'hui, de plus en plus de tablettes sont de très bonne qualité, mais elles ciblent beaucoup les adultes, alors que pour l'enfant, il n'y a pas ce segment en fait, de dégustation pour enfants. Donc là, on a vraiment un discours d'apporter quelque chose de supplémentaire au rayon et à l'offre et aux consommateurs. Sur Merveille du Monde, on est plus sur un produit en effet Madeleine de Proust qui va pouvoir en fait être plus naturellement comparé à ce qui se trouve dans le rayon, mais c'est pour ça que nous on a voulu aussi beaucoup plus d'engagement. Donc on est sur du cacao qui est responsable, labellisé Max Havelaar. On a aussi un engagement avec 1% pour la planète. Très peu finalement de tablettes de chocolat aujourd'hui dans le rayon tablettes de chocolat ont cet engagement. Et puis il y a aussi tout ce qui va avec Merveille du Monde au global, comme on a dit, la forme de son moule, la carte à collectionner, qui est quand même assez unique à la marque et qui va pouvoir apporter une expérience au-delà de la dégustation. Et en termes de prix, vous vous positionnez comment du coup ? Alors, le distributeur reste évidemment maître de sa politique tarifaire. Sur Crocola, on est aujourd'hui sur un prix recommandé à 2,99 € et sur Merveille du Monde à 2,49 €. Ok, oui, donc il n'y a pas non plus... Non, on est vraiment aujourd'hui aligné dans les prix du marché, notamment en plus aujourd'hui en période de très forte inflation où tous les prix ont tendance à augmenter et donc forcément on est vraiment aligné avec les prix du marché. Merci beaucoup Alexandre Canard. Je rappelle que vous êtes associé directeur général de Crocola. Après le chocolat, on va parler du vin en compagnie de Thierry Desauve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Béthane et Desauve, groupe d'experts spécialisés dans l'édition de contenus et d'événements autour du vin. Et c'est vrai que je voulais vous recevoir maintenant parce qu'on va rentrer, ou on est déjà rentré cette semaine dans la période de foire au vin, notamment du côté de la grande distribution. Évidemment, on va le redire, à consommer avec modération, bien sûr. Mais c'est quand même l'occasion de faire le point sur ce marché. On a eu des chiffres qui ont montré quand même qu'il y avait une baisse de consommation du vin en France. Est-ce que c'est la fin d'une passion française ? Pas du tout. Ah. C'est la fin d'une époque qui est déjà bien entamée depuis longtemps. C'est l'époque où le vin était une boisson de tous les jours, où quand vous regardez les films des années 50, la famille est réunie, ils ont toujours la bouteille de rouge là-dessus, qui a d'ailleurs pas d'étiquette, qui a le litre étoilé, on appelait ça. Ouais. Ça, c'est terminé. Alors, les gens buvaient du vin comme ça par habitude, sans se soucier vraiment de la qualité. C'était 60 litres par personne par an. C'était beaucoup. Non, pardon, c'était pas 60 litres, c'est 120 litres, le double. Et là, on est passé à 40 litres. Donc, ça montre bien le changement. Mais en revanche, je crois que j'ai vu il y a quelque temps un sondage qui disait que pour 96% des Français, le vin, c'est un produit culturel inséparable de l'idée de la France, qui se fonde la France. Et c'est vrai. Et moi qui ai la chance, par mon métier, de me balader dans le monde entier, la culture du vin, la civilisation du vin, c'est une civilisation qui s'est beaucoup développée sur des vins de qualité, sur des vins même de luxe parfois. Et la France est toujours l'inspirateur de cette civilisation. Donc on peut être fier de ça. Mais sur le plan de la consommation, qu'est-ce qui explique
cette baisse de consommation? Parce qu'effectivement, j'entends bien, c'est peut-être pas très raisonnable, 120 litres par an. Absolument. On n'était pas non plus d'abord, sur les mêmes niveaux de degré d'alcool. Je pense que la consommation là-dessus a aussi évolué. Mais qu'est-ce qui explique qu'on sent quand même une accélération? On dit beaucoup, oui, la jeune génération, elle consomme moins de vin, elle va aller chercher plutôt d'autres choses. Est-ce que c'est la concurrence de la bière? Qu'est-ce qui, selon vous, d'abord, d'une manière générale, les boissons alcoolisées sont moins consommées qu'autrefois, et tant mieux. On le rappelle toujours, mais le vin c'est de l'alcool, la bière c'est de l'alcool, les spiritueux aussi, et à haute dose c'est pas bon du tout. En revanche, pour comprendre les nuances d'un produit et la subtilité de goût et l'émotion du goût d'un bon vin, il faut en boire un peu, pas beaucoup. Et ça, c'est un mode de consommation qui s'est implanté dans le monde entier, et en France comme ailleurs. Mais aujourd'hui, le vin, c'est toujours un moment partagé avec des amis ou des connaissances, et c'est toujours une émotion. C'est presque un produit culturel. Bon, on va dire que j'en fais trop si je vous explique, c'est comme lire un livre ou parler d'un film, mais très souvent, c'est un sujet de conversation, et ce sujet de conversation, il n'y a pas besoin d'en boire 10 verres pour l'entamer. Dès la première gorgée, on a envie d'en parler. Mais c'est vrai qu'on a aussi parfois un peu l'impression que c'est un truc de spécialiste et qu'il faut et s'y connaître un peu pour comprendre la complexité de ce qu'on est en train de boire. Alors c'est vrai, comme tout produit culturel, il faut parfois des codes. Alors tous les vins n'ont pas les mêmes codes. Il y a un développement extraordinaire du rosé, par exemple, aujourd'hui, en France, mais aussi aux États-Unis. Le rosé, c'est un vin dont les codes sont beaucoup plus simples à comprendre, et y compris dans la consommation. Beaucoup de gens vont mettre des glaçons dans le rosé, ça ne choque personne. Si vous mettez ça dans du Pétrus, ça va faire un scandale. Peut-être pas. J'ai vu passer 2-3 initiatives disons, d'une nouvelle génération d'entrepreneurs du vin, autour de vin en canette, de systèmes rebouchables pour éviter justement que le problème qu'on a, que quand on ouvre une bouteille, il faut la finir. Est-ce que ça, ce sont des choses qui sont dans l'air du temps, selon vous, qui répondent à une problématique ou pas? Alors, il y a d'abord le vin en canette. J'ai un âge un peu plus élevé que le vôtre, et je me souviens qu'un des premiers sujets que m'avait donné mon rédacteur en chef de l'époque, c'était le développement du vin en canette. Bon, donc vous voyez qu'il y a des modes comme ça qui reviennent et qui ne s'imposent pas forcément. Ensuite, il y a des vrais sujets. Il y a des vrais sujets comme le bilan carbone, comme la façon de consommer le vin, etc. Et c'est vrai que le tout bouteille, le tout bouchon de liège, c'est pas forcément une obligation. On peut découvrir les bons vins et s'intéresser aux vins avec d'autres types de contenants. On n'est pas obligé aussi d'envoyer tous les vins par avion cargo dans le monde entier. Il y a beaucoup de façons. Aujourd'hui, le vin, c'est aussi une agriculture. Et qui est qui se pose beaucoup de questions et qui réfléchit beaucoup plus qu'on veut bien le dire sur le respect de l'environnement et la durabilité. Et puis aussi dans sa consommation et dans sa commercialisation, il y a aussi beaucoup d'enjeux qui me paraissent plus importants que les nouvelles tendances, si on va passer de la bouteille à la canette, etc. Il y a encore une fois, l'économie du vin, elle est au centre des enjeux planétaires actuels, comme beaucoup d'autres économies, mais elle entame sa transformation, et elle l'entame d'une manière assez diversifiée et assez intéressante à suivre, parce que c'est une économie extrêmement déconcentrée. Il y a énormément d'opérateurs de vin, il y a énormément d'entreprises, des PME, des TPE, des un peu plus gros. Tous ces gens réfléchissent, se posent des questions, et il y a une ébullition. On disait, quand j'ai commencé ma carrière, on disait que le vin c'était un long fleuve tranquille, rythmé par les saisons, etc. Mais au contraire, c'est vraiment l'archétype d'une économie et d'une filière qui bouge beaucoup, qui se pose beaucoup de questions et qui réagit énormément.
Oui, mais justement, on en parlait pas plus tard que la semaine dernière avec Thomas Hugues dans Smart Impact qui recevait les représentants du Bordelais et qui disait effectivement à quel point c'était compliqué pour eux même de faire des projections parce que les aléas climatiques, le changement climatique, aujourd'hui, les amener à se poser toutes ces questions. Et ils ont évidemment évoqué ce que vous disiez, c'est-à-dire toute la question de la transformation du transport, du conditionnement aussi. Mais sur le changement climatique aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on va avoir certains vignobles disparaître, par exemple, ou que certains vins vont monter tellement en degrés que ce sera plus possible de les exploiter sous cette forme? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, il y a évidemment des grands changements. Il y a des changements positifs et négatifs pour le vin. Je ne parle pas pour la planète, pour le vin, pour la vigne. Positif, c'est qu'on a beaucoup plus, au final, maintenant, de bonnes saisons et de bonnes récoltes, parfois avec des accidents climatiques compliqués. Par exemple, il y a des gels tardifs qui existaient une fois tous les 20 ans autrefois, qui maintenant sont beaucoup plus réguliers et qui sont dramatiques parce que ils bousillent les bourgeons et le début de la floraison. Ça, c'est terrible pour un vigneron. Mais donc, il y a ces changements-là. Il y a aussi un changement dans la nature des vins. Effectivement, dans beaucoup de vignobles du Sud, on fait aujourd'hui des vins avec des plus forts degrés. Vous parliez de Bordeaux tout à l'heure. Il y a 30 ans, 40 ans, un Bordeaux, il fallait ce qu'on appelait chaptaliser, c'est-à-dire rajouter un peu de sucre dans les cuves pour remonter le degré, parce que le degré était souvent trop faible. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On a des degrés qui sont à 13, 14, parfois un peu plus. Donc, c'est la limite supérieure. Mais ça peut aussi se gérer par des modes de culture différents. Autrefois, on éclaircissait les vignes, c'est-à-dire qu'on enlevait les feuilles pour que les raisins soient plus en contact avec le soleil. Aujourd'hui, on recouvre les vignes de feuilles pour que les raisins soient protégés du soleil et mûrissent tranquillement sans trop d'impact de cette chaleur et de cette exposition. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis, dernier point, il y a aujourd'hui des vignobles qui renaissent. Effectivement, des vignobles septentrionaux. On fait aujourd'hui des sparkling wines, on ne va pas dire du champagne, mais dans le sud de l'Angleterre. Mais il y a par exemple deux jeunes entrepreneurs français qui ont créé un vignoble à Versailles et qui est extrêmement intéressant. Nous, on les suit depuis longtemps. Ça s'appelle la Bouche du Roi. C'est vraiment très, très intéressant. Et c'est aussi un nouveau style de vin, avec moins de degrés, mais beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, parce qu'il y a des bons terroirs dans le nord de la France aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, la France est en surproduction, ce qui a conduit le ministère de l'Agriculture au début du mois de février, je crois, à autoriser l'arrachage de certaines vignes. Est-ce que c'était une solution adéquate selon vous? Alors, vous ne pouvez pas faire autrement? Le vin, on parle du vin, mais en fait, il y a des vins, des typicités, des styles, des opérateurs et des systèmes de commercialisation. Par exemple, à Bordeaux, il y a un système extrêmement performant pour vendre les grands crus dans le monde entier, avec des négociants qui sont installés à Bordeaux depuis des siècles et d'autres un peu partout dans le monde. Ça fonctionne très bien, mais ce système-là n'est pas du tout adapté pour vendre des Bordeaux de début de gamme ou des Bordeaux d'un nouveau style dans le cœur de marché, c'est-à-dire entre 5 et 15 euros, on va dire. Donc ces gens-là se retrouvent tout seuls, avec très peu de moyens de commercialisation. Du coup, se retrouvent un peu étranglés par la pression des prix, par la grande distribution qui est la seule à vouloir vendre leur vin, qui évidemment joue sur ces prix. Du coup, beaucoup de ces gens-là ne s'en sortent pas. Et voilà comment, dans certains secteurs, même à l'intérieur d'un grand vignoble comme Bordeaux, on doit arracher des centaines d'hectares, alors que d'autres crus se sont jamais mieux vendus et dans des conditions planétaires formidables. Donc, ce qui est très important, et c'est un peu notre métier aussi, c'est de mettre en avant
les vins qui correspondent au goût du public, qui ont un potentiel de développement, et les opérateurs qui ont un potentiel de développement. Il y en a beaucoup. Moi, quand j'ai commencé mon métier, le vin, c'était une affaire de famille traditionnelle qui ne se posait pas forcément toutes les questions de s'ouvrir aux nouveaux modes de consommation, aux nouveaux clients, aux nouveaux opérateurs, aux nouveaux marchés. Aujourd'hui, je suis frappé par la variété des producteurs et la qualité d'entrepreneurs de beaucoup d'entre eux. Donc ça, c'est quand même un énorme potentiel de développement et d'espoir pour la viticulture française et la viticulture mondiale, d'une certaine manière. Viticulture française qui, de toute façon, marche très bien à l'export. Alors, effectivement, c'est encore une fois peut-être pas les mêmes acteurs qui sont très forts à l'export, mais je vais reprendre les chiffres. C'est 17 milliards d'euros en 2022. C'est le deuxième contributeur à l'excédent de la balance commerciale française derrière l'aéronautique. Le salut, c'est l'export. Alors, ça n'est pas... On a la chance quand même, on adore se fouetter en France. Hein. Donc on a la chance d'avoir un marché français qui est extrêmement dynamique. Le champagne, par exemple, est reparti comme en 14, si je puis dire. Oui, excellent. En France, et beaucoup de bons vins marchent très très bien en France. Mais, encore une fois, l'export, c'est... D'abord, le vin est la deuxième activité économique exportatrice. Oui, derrière l'aéronautique. Hein. Donc, c'est vraiment, ça montre bien son dynamisme. Et puis, ça intéresse le monde entier. Ça intéresse l'Est, toute l'Asie, ça intéresse les États-Unis, ça intéresse l'Amérique du Sud, etc. Et le vin français veut dire quelque chose. Nous, on a la chance de faire des événements qui s'appellent le Grand Tasting. On les fait à Paris, c'est un énorme succès, mais on le fait aussi au Japon, on les fait en Chine, on les fait maintenant. On vient de passer un accord avec Vinexpo, qui est le salon professionnel bien connu et très important. Eh bien, on va faire le Grand Tasting à Singapour au mois de mai, puis à Séoul au mois d'octobre. Je suis sûr et certain qu'il y aura un accueil formidable de tous les grands amateurs de Singapour ou de ce secteur géographique, comme des amateurs coréens. Dans le monde entier, le vin français, ça veut dire quelque chose, mais ça veut toujours dire une idée de la qualité. Merci beaucoup Thierry Dessau. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Béthane et Dessau. Et j'ai le plaisir de recevoir maintenant Cécile Badouard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Becoming, groupe de communication. Vous publiez une étude qui m'a grandement intéressée, qui s'intitule « Le discount, nouvelle love brand du retail ». Et ce qui me frappe dans cette étude d'abord, Cécile, c'est qu'en fait, l'image des enseignes discount a profondément changé. Il y a écrit dans l'étude cette phrase « Le discount a su créer de la désirabilité ». Moi, j'ai envie de vous demander, mais comment s'est opérée cette transformation ? Parce qu'effectivement, quand on lit les résultats de l'étude, et on rentrera dans le détail après, on voit qu'il y a un vrai changement d'image. Il y a un vrai changement d'image et il y a un vrai changement d'imaginaire. C'est-à-dire qu'en quelques années, ça a basculé du tout au tout. Ça a basculé du tout au tout parce que ces enseignes qui étaient considérées comme des enseignes un peu dégradantes sont devenues des enseignes hyper valorisées. Parce que ces enseignes qui étaient destinées aux clientèles les plus modestes sont maintenant plus largement ouvertes à tous les Français. Parce que ces enseignes où on se disait qu'on allait acheter uniquement à moindre prix, ce sont devenues des enseignes où on va chercher des produits de qualité, où on va acheter par plaisir, où on va acheter des opportunités qui n'existent pas ailleurs. Donc, petit à petit, elles ont su gagner en désirabilité parce que par-dessus tout, je pense qu'elles ont réussi à comprendre les gens. Et c'est là qu'elles font toute la différence. Quand je dis comprendre les gens, c'est comprendre les Français aujourd'hui dans des normes de consommation qui évoluent. Parce qu'on va chercher le prix bas, mais pas uniquement. Parce qu'on va chercher cette capacité à consommer de manière optimisée. C'est ça qu'elles offrent. Tout en gardant quelque chose qui est fondamental, c'est le plaisir. Je lisais que... C'était pas du tout, justement... C'était pas du tout ça. Associé au plaisir. C'était pas associé au plaisir parce que ce qu'elles donnaient à voir d'elles, c'était le prix bas, le prix bas, le prix bas. Je crois que ce qu'elles ont donné à voir d'elles, c'est
une qualité, c'est une offre produit large. C'est une offre produit dans laquelle aujourd'hui, comme dans les autres enseignes, on va trouver du bio, on va trouver du vegan, on va trouver du local. Vous avez dû remarquer comme moi, la semaine dernière, au Salon de l'agriculture, était présente une enseigne de distribution, une seule. C'est une enseigne du discount. Ouais, je vais la citer. Depuis... Oui, vous pouvez. C'est Lidl. Qui est depuis longtemps, d'ailleurs. Et qui est depuis longtemps, qui était seule. C'est assez emblématique de leur manière de retravailler leur offre de telle manière qu'elle donne accès maintenant à la qualité associée au prix et plus simplement au prix uniquement. Et les gens disent, ces enseignes, elles sont proches de nous. Ces enseignes, elles offrent l'essentiel tout en nous permettant de nous offrir des produits qu'on ne pourrait pas acheter ailleurs. Et là naît le plaisir de pouvoir se l'offrir, c'est-à-dire que c'est le pouvoir d'achat, mais c'est surtout le pouvoir d'acheter. Et ça dépasse les classes sociales aujourd'hui, Cécile, c'est ce qui ressort aussi. Et ça dépasse les classes sociales, c'est-à-dire que là, l'étude, et j'en ai été surprise moi-même, mais les revenus supérieurs à 60 000 € sont 80% à les fréquenter. Mais quelles sont leurs motivations alors ? Je pense que leurs motivations, elles relèvent de la même chose, c'est-à-dire, certaines opportunités. D'accord. Et on devient tous opportunistes dans notre consommation. D'autant plus en période d'inflation. Et d'autant plus en période d'inflation. Donc on est capable de pousser la porte de ces enseignes, parce que tout d'un coup, il y a un robot multifonction à un prix imbattable qui est offert. Et parce qu'en fait, c'est la preuve aussi d'une consommation intelligente, bien sûr. Le fameux smart choice, il est là. C'est-à-dire que, oui, on se donne le pouvoir de consommer de manière très optimisée et on est même capable, après coup, de partager tout ça avec nos proches parce que ces marques, elles jouent là-dessus, elles deviennent communautaires. Il y a même un certain nombre de Français et de Françaises qui partagent leurs bons plans dans ces enseignes sur les réseaux sociaux. Je voyais qu'un groupe s'appelle... Et là, je vais à nouveau citer une autre enseigne. Aldi, c'est la vie. C'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens déballent les courses qu'ils ont faites pour montrer à quel point leurs achats sont intelligents. Quelqu'un disait, je dépense beaucoup, mais de manière économe. C'est ça aussi le contrat que ces enseignes offrent, à la fois pour les plus modestes et puis pour tous les autres qui vont y chercher certains produits et qui ont tendance de toute façon maintenant à faire leurs courses dans plein d'enseignes différentes. Et les enseignes de discount, elles rentrent dans le panier des enseignes qui sont consommées par les Français et les Françaises. Quand Lidl dit le vrai prix des bonnes choses, je pense qu'il résume bien ce transfert et cette bascule vers la qualité associée au prix. C'est vraiment ça, je pense, qui est fondamental dans le choix des gens. Qui est-ce qu'on retrouve sur le podium, Cécile ? On retrouve 3 enseignes et sur tous les items, c'est-à-dire la notoriété, la fréquentation, la fidélité, la consistance d'image. On retrouve Lidl, Aldi et Action. D'accord. Donc 2 très alimentaires, mais qui en même temps offrent aussi tous les autres produits. Une plus récente qui est Action et qui en quelques années a fait une percée absolument incroyable. Après, toutes les autres, on le voit bien, commencent à grimper. On voit que Carrefour va rentrer sur le marché là, via une enseigne qui s'appelle Atacado. Elle a déjà un petit peu de notoriété, on le voit dans l'étude. Mais il y a 3 leaders que sont Lidl, Aldi et Action. Et ça concerne aujourd'hui, cette nouvelle image, cette nouvelle consommation, elle concerne aujourd'hui tous les produits où il y a quand même certains produits, je ne sais pas, par exemple le frais qu'on délaisse et sur lesquels on se retourne plus vers des enseignes traditionnelles. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que là aussi, on voit que les produits concernés sont les fruits et légumes. Ensuite, on a les produits d'entretien. Ensuite, on a le frais dont on vient de parler. Ouais. Donc, après, on a les produits relatifs à l'habitat. Mais donc, ça concerne très largement. Mais c'est une tendance qui va durer, selon vous, une fois que voilà, elles ont transformé leur image, elles ont avancé, elles ont fait un espèce de plan très massif, je trouve, de la part en tout cas d'Action, qui est allé au rouleau compresseur, ou est-ce qu'il y aura un moment, un petit retour ? Parce qu'on voit bien, il y a d'autres enseignes discount, je pense à Jiffy notamment, qui a très bien marché pendant des années, puis là, qui est clairement en déclin. Comment est-ce que vous regardez ça ? Moi, je pense qu'elles se sont maintenant installées dans la vie des Français. Ce sont des enseignes quotidiennes, je me répète, mais alliées, et pas simplement utiles, alliées d'une consommation optimisée, et que
le contexte économique étant ce qu'il est, ça ne va pas bouger. D'autant plus qu'entre-temps, grâce à la communication, et un pouvoir fort de communication, des investissements lourds en communication, elles ont réussi à créer des imaginaires qui sont très positifs et très inscrits dans les esprits des Français. Donc je pense que ce n'est pas une tendance, ça ne correspond pas à un moment de l'inflation, ça correspond vraiment à un nouveau type de commerce. Et ce commerce-là, il est fait, et les Français nous le disent, d'inclusivité. Il est fait de proximité, il est fait de sans artifice. C'est intéressant aussi cette notion-là, c'est-à-dire que les Français y voient une espèce de sincérité et d'authenticité dans la manière de faire du commerce et de chercher à donner accès au meilleur. C'est plus un choix par défaut, le discount. Et c'est plus un choix d'expectative ou de faute de mieux. C'est ça qui est formidable. C'est un choix pour le mieux. Au même titre qu'un Carrefour, qu'un Leclerc, elles se sont hissées à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'elles se sont hissées à ce niveau-là et que le discount, oui, peut-être, mais pas uniquement. Et c'est le discount au profit de la qualité et du meilleur de la vie des gens en général. Merci beaucoup, Cécile Badouard. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Becoming et votre étude, le discount, c'est les nouvelles love brand du retail. Merci, Cécile. Merci. C'est une émission où on aura parlé de vin, de chocolat et maintenant on va parler d'agroalimentaire aussi puisque j'ai la joie de recevoir Benoît de Lavarenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Team Creative Group qui est une agence de design indépendante et justement vous travaillez principalement avec des marques de l'agroalimentaire. Alors vous avez en portefeuille La Vache qui rit, Ferrero, Belle, Saint-Michel pour n'en citer que quelques-unes. Et moi je m'intéresse beaucoup à ces questions de design et je me demandais... Effectivement, quand on est une agence de design et qu'on travaille comme ça avec des marques de l'agroalimentaire, où est-ce que ça commence le travail? Est-ce qu'on commence dès la recette? On commence dès la recette et je dirais qu'on commence même encore un peu en amont puisqu'on commence idéalement dans la visite de l'usine. C'est vrai? Dans la discussion avec la R&D, dans l'échange avec le marketing bien entendu, mais aussi de façon la plus large possible avec l'ensemble des intervenants. Donc on va être très intéressé de comprendre qu'un produit est fabriqué avec du beurre frais, qu'un autre est fabriqué avec du vrai fromage fondu, ou qu'un autre encore sera fait à base de céréales venant de la filière française. Donc ce sont des éléments qui vont être absolument capitaux pour que derrière, dans l'expression stratégique et créative du design, on soit plus juste et plus dans l'ADN de la réalité du produit. Et vous pouvez suggérer à vos clients de modifier une recette ou vous pouvez pousser ce curseur jusque-là? Alors d'abord, on a tous les droits, tant qu'on reste poli. Les clients nous sont souvent très reconnaissants d'un feedback qui est extérieur, qui est donc moins engagé d'une certaine façon, en tout cas sur les tenants et aboutissants financiers d'une nouvelle recette. Donc oui, on va suggérer d'éviter ce qu'on appelle dans le langage un peu angliciste les baddies le plus possible, et donc on va promouvoir vraiment tout ce qui va être bonne ou meilleure recette autant que possible, et souvent le chemin pour arriver à la bonne ou meilleure recette, puisque Paris ne s'est pas fait en un jour, et que maintenant que le Nutri-Score est quand même bien établi, il y a vraiment une quête du mieux manger à laquelle Team Creative souscrit, évidemment. Alors, votre dernier fait d'armes, si je puis dire, c'est la refonte de Tic Tac. Moi, je voudrais déjà qu'on commence par le brief. Quelle était la problématique du client à ce moment-là? La problématique du client est assez simple. On a un produit Tic Tac qui est né dans les années 70, en l'occurrence en 69, les années hippies, les années de spontanéité, d'une certaine liberté en tout genre. Et en fait, et depuis ce moment-là, le design, la partie design de Tic Tac, pas de Team Creative, était devenue relativement mécanique, un peu en pointillé, un peu d'une certaine façon sans émotion. Elle avait perdu cette âme. Et donc, le brief était très très simple. Redonner sur 2 cm², c'est sans doute le plus petit packaging du monde, mais oui. la valeur émotionnelle de l'année de naissance ou de la création ou de l'envie de créer Tic Tac il y a maintenant 50 ans. Donc c'était un peu comment est-ce qu'on revient aux sources, si je vous entends bien. Exactement, c'était revenir aux sources d'un cœur mentholé entouré de 100 couches de vanille. Il faut quand même imaginer 100 couches de vanille autour du Tic Tac? Exactement, du cœur mentholé. Mais non, mais personne ne le sait, c'est pour ça que je me permets de le révéler à nos téléspectateurs. Et en fait, cette fraîcheur qui, justement, très spontanément, vous libère un petit peu les chakras et vous donne envie de continuer votre journée, nécessitait que le design soit un peu plus à la hauteur de son rayonnement, de cette spontanéité que tout Tic Tac users
ambitionne d'avoir. Alors vous avez retravaillé le logo notamment et c'est vrai que moi je l'ai vu et je l'ai décortiqué pas mal. Et je me suis dit mais le changement est quand même assez subtil. Dans quelle mesure ça a un impact quand on fait des évolutions aussi douces? Et en même temps je me dis, un logo aussi connu que Tic Tac, de toute façon on ne peut pas le mettre à plat. Enfin... 2-3 éléments très importants, ce sont souvent les évolutions douces qui sont les plus prometteuses et également les plus difficiles. Oui. Et si vous n'évoluez pas, même doucement, il y a un moment ou l'autre où vous sortez des codes de la catégorie, des codes du marché, il est encore plus dur de revenir. Donc en fait, on promeut vraiment chez Team Créatif justement cet enjeu de évolution au rythme de 3-4 ans à peu près. Et la façon dont on le travaille, et c'est vraiment au cœur de l'ADN de Team, dans notre façon de réfléchir les marques, c'est qu'elle est dans l'histoire des assets, des atouts créatifs et graphiques de la marque, des éléments qui peuvent devenir beaucoup plus iconiques et mieux disant, du positionnement. Et en l'occurrence, pour Tic Tac, on n'est pas allé chercher très loin, mais il fallait le trouver. C'est la pastille, c'est le produit, c'est le bonbon lui-même. Et donc, on est allé en fait retravailler ce qu'on a appelé, je suis désolé encore une fois pour l'anglais, les Rays of Positivity, donc les rayons de positivité, en français, on va quand même le traduire, qui est un concept créatif aussi simple que génial et qui va nous permettre en fait, à partir d'un logo simplifié, un petit peu plus en aplat, des illustrations un peu modernisées, de faire rayonner justement l'ensemble des codes de design. Et en fait, sur 2 cm², évidemment, la visibilité est relativement pointue. Ouais. En revanche, quand vous allez l'avoir très bientôt sur un 4x3 ou en format digital vidéo, on va sentir ce rayonnement venant du cœur mentholé de notre Tic Tac. Alors justement, c'est là où ça m'a beaucoup intéressée, parce qu'effectivement, on a cette feuille au milieu où il y a écrit Tic Tac en vert que tout le monde connaît, et puis autour, vous avez comme ça rajouté des rayons faits avec cette fameuse pastille. Et je trouve ça super intéressant, ce narratif que vous expliquez très bien sur les rayonnements de la positivité, la référence aux années de création de Tic Tac que moi j'ignorais par exemple en tant que consommatrice. Et je me dis, tout ça c'est super, mais comment on le raconte? Parce que le consommateur, quand il va voir le logo, il va dire ok, ils ont mis des petits rayons de soleil, mais il ne va pas avoir tout ce que moi j'ai grâce à ma conversation avec vous. D'abord, merci de vos compliments. Il ne va pas l'avoir, et c'est ça la complexité de notre métier, mais aussi la beauté. C'est que très étonnamment, un design réussi va être capable par lui-même, sur un coin de table, dans une conversation entre amis, de décortiquer ou de décoder. Donc effectivement, l'ensemble des détails que je viens de vous fournir ne seront pas décodés en une seule seconde, en ne faisant que regarder un design que l'on voit d'ailleurs à l'écran. Mais tout d'un coup, il va se passer quelque chose sur une expression, et les gens vont commencer à sentir qu'il y a une dimension de rayonnement, qu'il y a une dimension de spontanéité, qu'il y a une dimension de « Ah tiens, j'avais pas fait attention, ce sont en fait les pastilles qui sont représentées dans ce rayonnement ». Donc ces verbatim vont arriver, et bien entendu le pack ne peut pas tout faire, et on a nos amis de la communication qui vont mettre l'emphase et prendre le relais sur la base du travail de branding. Donc là où c'est important, c'est que le packaging est le premier média de tout produit. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Et donc notre travail, qui est d'une complexité absolue, mais d'une beauté primordiale, c'est vraiment d'arriver justement à ce que sur quelques centimètres carrés, on est le début de l'histoire. On ne peut pas avoir toute l'histoire, même si on a la chance d'avoir sur certains formats, moins sur Tic Tac, mais sur d'autres, un back of pack, donc tout le dos de pack auquel on prend vraiment grand soin pour raconter des histoires. Vous avez cité tout à l'heure une marque de biscuits fabriquée à Contres dans le Loir-et-Cher, dont on a révélé la couleur orangée, qui est devenue la marque préférée des Français dans le biscuit. On a travaillé tout un discours très RSE sur le dos de pack, que le front of pack, que le devant, ne pouvait pas complètement assumer, puisqu'on racontait autre chose, le produit, la marque, l'origine. Moi, je suis quand même ce secteur depuis un moment maintenant, et j'ai quand même le sentiment là, mais qu'on parle en ce moment, en tout cas, depuis, ça fait peut-être 1 an, 18 mois, qu'on parle de plus en plus de design, beaucoup moins de publicité, beaucoup moins de création, mais beaucoup plus de design, c'est-à-dire que on remet le curseur un petit peu, ou le focus en tout cas un peu plus en amont de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le même sentiment que moi? À 100%, je ne veux pas faire d'ennemis chez non, mes amis mais de la les publicité. Deux sont utiles, il n'y a pas de problème. Les deux sont utiles. En revanche, ce qui est vrai, c'est pas une nouvelle reconnaissance, mais je pense que c'est tout simplement la compréhension par les chefs d'entreprise, par les directeurs marketing, par les directeurs généraux,
que c'est ce que je rappelais tout à l'heure, le design est le premier média. Et donc, si on repart de façon très pointue sur l'histoire, sur la personnalité, sur l'archétype de la marque, et qu'on en fait derrière une expression qui soit cohérente, qui soit juste, qui soit authentique et qui soit sincère, on a de fortes chances que ce que l'on va mettre en linéaire soit le début d'une belle histoire de business. Et encore une fois, la publicité fera le relais. Mais l'éclatement de la publicité, la complexité des réseaux sur lesquels en fait on essaye de toucher, de segmenter l'ensemble de la cible, rend peut-être aujourd'hui la notion de communication un peu plus complexe, alors que finalement on a un accès aux produits et au design de tous les jours. Et c'est important également de préciser, de se souvenir que, hormis les fonctions d'hygiène, de transport, donc d'importance du packaging, un produit tel que Tic Tac va se retrouver dans votre sac à main, dans votre vide-poche, dans votre sac de sport. Donc vous allez avoir un contact avec la marque qui sera, si ce n'est quotidien, quasi hebdomadaire et extrêmement fréquent. Donc en fait, encore une fois, l'importance que l'on va pouvoir mettre ou porter au design va se ressentir, va être extrêmement impactant sur des dizaines et des centaines de milliers de points de contact pour un produit. Et je pense, par rapport à votre question, que c'est une prise de conscience des seniors. Quand je dis des seniors, c'est du top management, de se dire, et finalement, est-ce qu'il ne faut pas remettre un peu plus d'emphase et d'importance? Et on le ressent également. Et le design aussi, je pense, permet d'adresser aujourd'hui les enjeux de transformation auxquels on est tous confrontés. Vous-même, vous avez une agence qui est labellisée Bicorp, je crois. Tout à fait. C'est le design responsable, c'est l'avenir du design de toute façon. On est au cœur du sujet. Donc labellisé Bicorp depuis maintenant 2 ans et nous travaillerons à une recertification dans 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire Bicorp? C'est Business for Good, donc c'est une certification parmi les plus compliquées qu'il est tenu d'obtenir. 2 ans de travail pour Team Créatif en ce qui concerne les agences françaises. Et en fait, ça nous oblige, c'est-à-dire que ça nous conditionne à devoir être dans l'intention et dans l'impact mieux disant sur l'ensemble des projets que l'on mène. Donc on va, et on revient peut-être au début de l'entretien, systématiquement challenger, poser des questions, être un peu la mouche du coche pour faire en sorte que le produit que l'on va avoir le plaisir de designer soit, encore une fois, sur un chemin vertueux de recyclabilité, de traçabilité, de better eating, donc de meilleurs ingrédients. Donc cette partie-là, évidemment, va être de plus en plus au cœur des enjeux. Et c'est peut-être également la raison pour laquelle les directions générales, financières, marketing, commerciales se sont, depuis quelques années, réintéressées de façon très très forte au design et au packaging. Merci beaucoup Benoît de Lavarenne, directeur général de Team Créatif Group. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Nous on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.